Salut tout le monde. On peut commencer. Je pense qu'il est 14 heures. Il y a pas mal de spectateurs qui sont connectés. Il y en a peut-être qui vont s'ajouter dans les prochaines minutes, mais on peut commencer tranquillement. Je m'appelle Valérie Bourque. Je suis la coordonnatrice des événements à l'ACFA Ottawa. Puis aujourd'hui, on vous a préparé une conférence virtuelle. C'est quelque chose qui est nouveau pour nous. On l'a pas encore fait. On a fait un webinaire, mais on n'avait pas fait encore une conférence de ce genre ici. Euh, mais il y a quelque chose, des bons panélistes qui s'en viennent, puis je pense qu'on va passer un bon moment. Donc, c'est ça. La conférence aujourd'hui, c'est une des conférences qui fait partie du projet Identité intersectionnelle qui est subventionné par le gouvernement du Canada. Puis on a eu une couple de différentes conférences depuis qu'on a commencé ce projet en août l'été passé, si je me trompe pas. Donc, celle-ci fait partie de ce projet qui nous permet d'en apprendre en fait davantage sur différentes genres de personnes, différentes communautés dans la région d'Ottawa. Donc, aujourd'hui, ça va être concentré sur les personnes en situation de handicap, en fait les personnes francophones en situation de handicap dans la région d'Ottawa. Aujourd'hui, les panélistes qu'on a avec nous, on a Robin Guillotte, Véronique Deschaines, Jean-François Ferry, Maryse Claude Beaulieu et Camélia Scaff. Puis notre modératrice qui va prendre le qui va continuer après moi. Son nom, c'est Elsa Lalonde. Donc, elle va s'occuper là, de prendre vos questions, puis de poser les questions également aux panélistes. Pour les questions, là, je parle aux spectateurs. En fait, là, on aimerait garder les questions pour la fin de la conférence, puisque Elsa a quelques questions à poser aux différents panélistes. Puis on aimerait ça que les panélistes puissent vraiment prendre le temps de bien répondre aux questions, puis on peut avoir une belle discussion, ils peuvent avoir une belle discussion entre eux et elles. Puis on veut vraiment pouvoir, parce qu'en fait, là, on a une petite limite de temps également, donc on veut s'assurer que tout fonctionne côté temps. Donc, c'est sûr, on va avoir une période de questions à la fin, réservée pour vous si vous en avez. Si vous pouvez voir, là, dans Zoom, il y a une section qui, ça dit Q et R, donc questions et réponses. Vous pouvez poser vos questions dans cette boîte, puis à la fin de la discussion, Elsa va pouvoir ouvrir cette boîte, puis poser les questions. Les panélistes vont pouvoir répondre, puis on va pouvoir répondre à vos questions de cette façon-là. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Je vais revenir un peu à la fin juste pour vous dire merci et pour conclure le tout. Fait que je vais passer la parole à Elsa Lalonde qui va s'occuper de modérer la conversation aujourd'hui. Donc, je vous souhaite tous une bonne conférence. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Valérie. Est-ce que par chance, tu pourrais prendre quelques minutes pour introduire nos panélistes? Oui, ben j'ai donné les noms tout à l'heure. Je ne sais OK. pas si tu veux passer à travers, puis je ne sais pas si tout le monde veut se présenter aussi, là, une mini, une à OK. 2 minutes. Je ne sais pas ce que toi, tu avais de planifié de ce côté-là, mais OK, c'est je te correct. laisse. Je C'est bon? m'excuse, je croyais que tu étais pour le faire. Ah, Euh, pardon. donc, bonjour tout le monde. C'est un peu bizarre de se rencontrer en ligne. C'est tout nouveau, puis considérant les circonstances, ben, on fait ce qu'on peut. Donc, comme Valérie a dit, moi, je me présente Elsa. Je suis une personne en situation de handicap. Je suis une franco-ontarienne, puis ça fait plusieurs années que je suis impliquée dans les, dans les événements franco-ontariens, etc. Donc aujourd'hui, on a 5 différents panélistes. Puis je tiens à mentionner que chacun de ces panélistes sont des personnes qui représentent une diversité d'handicap. Donc, tout le monde vient avec sa propre expérience personnelle. Tout le monde peut parler de ses propres défis, de ses propres barrières. Puis, la diversité est vraiment là, ce qui est vraiment cool d'après moi. Donc, premièrement, je tiens à rappeler à mes panélistes qu'à chaque fois que vous allez répondre aux questions ou que vous allez parler, de prononcer votre nom au début, s'il vous plaît.
Puis on va commencer avec Jean-François. Jean-François, si tu m'entends, j'aimerais ça commencer avec toi. Quand on s'est parlé, moi puis toi, tu m'as partagé que le bégaiement demeure en grande partie méconnu de la population en général. La démystification et l'intégration, donc le mainstreaming du bégaiement, vous tiennent vraiment à cœur. Donc, d'après vous, le gouvernement fédéral, comme employeur principal dans la région d'Ottawa, peut jouer un rôle important. Est-ce que vous pourriez élaborer sur ce point pour moi, s'il vous plaît? Certainement. Merci, Elsa, puis merci à l'ACFO pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui aussi. Puis, effectivement, un peu une nouveauté de faire ceci par Zoom. Oui, Elsa, ce que tu viens de dire est absolument vrai. Alors, je suis une personne qui bégaye. J'ai un bégaiement qui de faible à modéré selon les circonstances, selon les journées, selon les mois. Et puis, c'est quelque chose que je constate qui est encore extrêmement méconnu de la population en général. Bien qu'il y ait à peu près 1% des gens dans le monde qui ont ce trouble de la parole-là. Et peut-être avant de répondre directement à ta question, dans un but justement de démystifier, je ne voudrais pas prendre pour acquis que tous les participants comprennent c'est quoi. Alors, le bégaiement, c'est un trouble de la parole. En ce moment, je ne bégaye pas beaucoup, mais généralement, ce qu'on peut entendre quand on est une personne qui interagit avec une personne qui bégaye, c'est beaucoup de répétitions ou parfois c'est des blocages. Alors, c'est un problème au niveau des différentes actions qu'on se sert pour faire la parole. Bien que les chercheurs ne connaissent pas exactement qu'est-ce qui cause le bégaiement, il est bien reconnu que c'est un trouble qui est neurologique et parce que ça a une composante de communication, de parole, puis parce que ça implique aussi tous les différents muscles et tout ça qu'on se sert pour produire la parole, il peut souvent aussi y avoir des tensions que des gens vont ressentir qui bégayent dans leur cou, dans leur tout ça. Et puis alors, bon, vu que c'est quelque chose qui a un impact sur la façon qu'on socialise ensemble, ben, au-delà de ce qu'on peut entendre de quelqu'un qui bégaye, que ce soit les répétitions ou les blocages, ben, ça peut créer une certaine anxiété pour la personne qui bégaye ou de la confusion pour la personne qui écoute la personne qui bégaye. Alors, le bégaiement a souvent d'autres impacts comportementaux sur la personne qui bégaye. Ici, je parle des choses aussi simples que la gêne, mais ça peut aller jusqu'à la honte, jusqu'à éviter certaines situations. Et tout ce que je viens de vous décrire là, je dirais que dans ma vie, autant au niveau scolaire, là, quelques années, et puis en ce moment au niveau professionnel, je crois qu'il y a vraiment peu de personnes qui comprennent vraiment c'est quoi le bégaiement. Il y a encore beaucoup de fausses croyances. Beaucoup de gens croient que c'est un excès de stress ou un manque de préparation, des choses comme ça. Je peux vous assurer que ce n'est pas le cas. Il y a peut-être des gens qui bégayent, qui se préparent mal, mais ça, c'est autre chose. euh, alors, mon parcours professionnel depuis 18 ans se fait dans la fonction publique fédérale. Et puis, depuis quelques années, le fédéral, qui est, j'imagine, le plus gros employeur de la région, prend beaucoup de démarches pour essayer de promouvoir la diversité et l'inclusion dans la fonction publique. Et puis, j'ose espérer, j'aimerais beaucoup que des handicaps comme le bégaiement puissent faire partie de cette discussion-là, qu'il puisse y avoir des moments où les gens peuvent être sensibilisés à cette réalité-là.
pour le fun, j'ai vu qu'on croit qu'il y a environ 1% de la population qui bégaye. Dans une région comme Ottawa de 1 million de personnes, ça voudrait dire environ 10 000 personnes dans la région. Donc, plusieurs, je suis certain, travaillent au niveau du gouvernement fédéral. Alors, je crois que le fédéral devrait incorporer le bégaiement dans ses activités de sensibilisation pour aider les gens qui bégayent à avoir peut-être moins de retenue ou de gêne à parfois demander de l'aide, demander des accommodations pour certaines choses qui pourraient être plus difficiles pour eux. Et voilà, j'espère que j'ai bien répondu à la question. Excellent. Merci beaucoup, Jean-François. Oui, tu as répondu à même plus qu'une de mes questions. C'était super. J'aimerais continuer la discussion, par exemple, puis te demander, vu l'impact du bégaiement sur la communication, les francophones d'Ottawa puis de l'Ontario qui bégayent peuvent devoir composer avec un fardeau de plus dans les environnements unilingues anglophones. Pourriez-vous m'expliquer quels sont certains de ces fardeaux que les personnes francophones font face à? Certainement. Alors, on peut imaginer qu'un francophone dans la région, qui est une personne qui bégaye, déjà doit composer avec ce défi-là. Si en plus la personne doit s'exprimer dans une langue qui n'est pas sa langue première, ça peut créer encore peut-être plus d'obstacles au niveau de la communication. Alors, ça, c'est vraiment un exemple très concret. Bon, si je retourne dans un exemple du gouvernement fédéral aussi, j'ai été mis au courant d'un collègue qui était en cours de langue. Bon, plusieurs fonctionnaires doivent suivre des cours de langue pour atteindre certains niveaux de langue dans la deuxième langue du pays. Et puis, le professeur de cette personne-là était incapable de tenir compte que le fait que la personne bégaye était une des raisons pour lesquelles la personne n'avait pas une parole aussi fluide. Et puis, il a dû vraiment se battre pour expliquer. Là, on parle quand même d'un professionnel qui n'était pas capable de comprendre que ce n'était pas une question d'apprentissage de la langue, mais une question d'élocution qui empêchait la personne. C'est un exemple très, très concret ou très précis, mais qui explique quand même le genre de méconnaissance du trouble que ça peut créer. Oui, c'est un super bon exemple, Jean-François. Puis c'est une situation que j'espère évidemment qui ne se reproduira jamais. De là l'importance de la démystification du bégaiement. Merci Jean-François. Je vais passer à la prochaine personne qui est Robin Guillotte. Robin vient du nord, du nord de l'Ontario, habite maintenant à Ottawa. Robin, ma première question pour toi, c'est d'après toi, plusieurs endroits publics et touristiques comme le marché Bail et la rue Bank au centre-ville d'Ottawa ont des établissements qui ne sont toujours pas accessibles à certains de tes besoins. Donc, pour toi, ça envoie quel message aux membres de la communauté? Salut, c'est Robin qui parle. Pour expliquer rapidement, moi c'est un handicap physique que j'ai de mon côté. Donc, j'utilise une chaise roulante électrique pour me promener quand que je suis en ville. Et la plupart des établissements en question, soit ça prend comme 1 ou 2 marches pour entrer, ou l'entrée est directement comme droit au sol, mais les chaises puis les tables sont tellement entassées, coincées un contre l'autre qu'on peut pas vraiment, que je pourrais pas passer avec ma chaise, même si je voudrais. Et c'est le fait qu'il n'y a pas d'effort avec les entreprises pour se rendre adaptés parce qu'ils vont utiliser souvent l'excuse de que ben, c'est une vieille bâtisse, il n'y a rien que je peux faire. Mais
Puis comme c'est juste une question de comme paresse, une manque de volonté d'avoir plus de clients. J'imagine que c'est pas évident de faire des rénovations pour rendre les endroits accessibles, mais juste le fait qu'il fait juste le ah, ouais, non, on va pas faire ça parce que ça nous tente pas. C'est Oui, OK. Je comprends. Donc, pour toi, c'est le manque de volonté, le manque de leadership de la part des entreprises. c'est ça. Oui, tout à fait d'accord avec vous. Euh, une autre question pour toi, c'est Mhm, en ce temps de pandémie, en raison du COVID là, qu'on sait, mhm. l'accès aux services médicaux et essentiels se fait majoritairement en ligne. Même notre rencontre se fait en ligne. Donc, d'après toi, est-ce que tu crois que c'est une façon de faire qui rend l'accès aux services plus ou moins accessible aux personnes en situation de handicap? C'est un peu des deux en même temps parce que d'un côté, c'est plus simple pour moi de parler à mon médecin de famille si je peux juste le faire par téléphone ou à travers, pas Zoom spécifiquement, mais comme l'équivalent de Zoom pour les médecins, j'ai oublié c'est quoi le nom. Mais en même temps, c'est tout le monde qui utilise la méthode de faire comme la livraison ou les réunions ou les rencontres médicales en ligne. Donc, ça crée un gros... c'est quoi le mot en français? Ça prend toujours plus longtemps de recevoir les services. Les gens qui ont besoin de se faire commander comme juste de la nourriture, leurs épiceries, il faut que tu places ta commande comme une semaine à l'avant maintenant. Si pas plus, à cause que tout le monde, même ceux qui n'ont pas des handicaps, utilisent cette méthode-là aussi. Oui, Puis, personne ne peut avoir comme les produits pour nettoyer leur maison à cause que tout le monde les achète en grande quantité industrielle, même s'ils n'en auraient pas tant besoin que ça. oui, merci Robin. Donc, c'est Elsa qui parle. Donc oui, je suis d'accord avec toi que certaines accommodations que nous, les personnes en situation de handicap, on utilisait pour répondre à nos besoins tous les jours, mais là maintenant, les personnes sans handicap, mais là, ça fait partie de leur quotidien, fait que nous, on passe de côté pas mal plus, puis on fait quand même face à des difficultés qu'on faisait face avant Mhm. la pandémie, qui qu'on continue de vivre avec. Oui, merci Mhm. pour ton commentaire. Euh, une autre question que j'avais pour toi, parce que j'ai lu dans ta description que tu viens de Kapuskasing. Oui. Euh, donc, en étant originaire de Kapuskasing dans le nord de l'Ontario, est-ce que tu as fait face à certaines barrières quand tu as déménagé à Ottawa? Par exemple, peut-être le manque de logements accessibles, l'accès à certaines ressources, etc. Quand j'ai déménagé à Ottawa, originalement, c'était pour aller à la cité collégiale. Salut si j'ai jamais des gens qui regardent de la cité collégiale. Puis leurs résidences ont des chambres qui sont extrêmement accessibles. Donc ça, c'était comme extrêmement facile. Mais c'était une fois que j'avais gradué, puis il fallait que je me trouve comme un logement comme d'adulte à moi toute seule. Là, c'était Oui, plus difficile. Les amis que j'ai qui habitent dans des logements qui sont adaptés avec les travailleurs et tout ça, c'est une grande, grande liste d'attente apparemment. Moi, je me suis pas mis sur une liste d'attente parce que je suis capable de vivre indépendamment toute seule, prendre soin de mes propres besoins moi-même. Je suis chanceux de ce côté-là. Mais c'était quand même juste trouver comme les appartements qui seraient dans mon budget, mais qui auraient aussi assez de place pour ma chaise électrique parce qu'une chaise, ça prend extrêmement beaucoup de place. oui. Fait que ça l'a compliqué le processus beaucoup de OK. ce côté-là. Merci d'accepter de me partager certaines de tes expériences. Ma dernière question pour toi, c'est est-ce qu'il y a un dernier mot que tu aimerais partager avec la communauté? C'est donc bien lourd, qu'est-ce que tu me demandes là, ça? C'est correct si tu n'as pas de réponse à la question. Par exemple, est-ce qu'il y a une dernière chose par rapport à l'accessibilité aux personnes en situation de handicap que tu aimerais partager avec les membres de la communauté? Puis sinon, c'est correct.
c'est pas à cause qu'on est du monde avec des handicaps qu'on n'est pas du monde. Ça sonne très banal à dire, mais des fois, il y a des gens qui vont comme, soit comme nous traiter comme avec comme du enfantillage un petit peu. C'est comme, non, je suis pas un enfant, je suis ici pour comme acheter ma bouffe moi-même, merci. Je suis vraiment d'accord avec toi, puis je peux te garantir que je suis certaine que plusieurs qui participent à ce panel sont d'accord avec toi. Et je suis certaine que plusieurs qui nous écoutent aussi sont d'accord avec ce que tu viens de dire. Merci beaucoup, Robin. Donc, la prochaine personne que j'aimerais discuter avec, c'est Maryse. Maryse, si tu veux ouvrir ton micro, s'il vous plaît. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Merci. Maryse, est-ce que tu pourrais prendre un petit 2 minutes pour t'introduire un petit peu à la communauté? Oui, donc moi, je suis originaire de Weldon, en Ontario, donc dans le sud de l'Ontario. J'ai fait mon école élémentaire à Welland, dans une école de quartier, et j'ai eu droit à des services spécialisés. Donc, je suis aveugle de naissance, donc pour l'apprentissage du braille, etc. Je suis la première franco-ontarienne à recevoir des services spécialisés dans une école régulière. Avant, les élèves allaient dans une école spécialisée anglophone à Brantford, donc ils perdaient leur français. Et mes parents ne voulaient absolument pas que ça m'arrive. Donc, j'ai fait mes études élémentaires à Weldon. Ensuite, j'ai fait ma première année de secondaire à l'école de quartier de Welland. Puis ensuite, je suis déménagée à Ottawa pour faire de la 10e à la 13e année, dans le temps, à l'école secondaire de La Salle, parce que je voulais m'en aller en musique à l'époque. Et puis, de La Salle, c'était le programme que je voulais faire là, pour me faire avancer mes études en musique. Donc, j'ai continué de La Salle. Et puis, après ça, je suis allée à l'Université d'Ottawa en musique et oui, donc en musique à l'époque. Puis ensuite, j'ai bifurqué vers autre chose parce que recevoir des partitions en braille, c'était pas mal difficile. Donc, j'ai bifurqué vers autre chose à l'université et j'ai deux baccalauréats, donc un en linguistique et un en traduction. Puis j'ai fait une maîtrise en éducation là, assez récemment. Donc, voilà, et je travaille à l'Université d'Ottawa maintenant. Oui, merci beaucoup, Maryse. Oui, petit monde, là, petit monde de Franco. J'ai en fait croisé Maryse quelquefois pendant mes études. Donc, pour ma première question pour toi, c'est quand, pour toi, l'inclusion des personnes en situation de handicap, puis la perception des personnes en situation de handicap, là, en milieu de travail, c'est des sujets qui te tiennent à cœur pour de très bonnes raisons. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus davantage de ce sujet, peut-être de ton expérience en tant qu'employé qui vit avec un handicap? Ben moi, je me suis sentie très inclus au travail. J'ai eu de la chance, surtout à l'université, d'être très inclus au travail, dans l'équipe. Il n'y a personne qui a fait des commentaires désobligeants ou des remarques comme Robin disait tantôt d'enfantillage, quoi que ce soit. Donc, côté inclusion, je me suis sentie très inclus. Mais par contre, je me rends compte que je parle pour l'université, là, je pense que l'université n'embauche pas assez de personnes handicapées dans ses rangs. Puis je pense que les personnes handicapées ont des talents insoupçonnés qu'on devrait vraiment regarder. Puis on devrait vraiment embaucher la personne pour son talent et non pas pour ses qualifications, non pas pour son handicap, d'après moi. Donc, je pense qu'il faut vraiment s'assurer là, que les personnes comme je, soient embauchées pour leur qualification et non pour leur handicap. Je pense pas que le handicap devrait être quelque chose qui devrait être mis de l'avant lors de l'embauche. C'est sûr que quand tu as un handicap visible, c'est sûr que c'est... Je pense que les gens ont peut-être des préjugés face à ça, comme le disait Robin et puis Jean-François. Je pense que, tu sais, puis nous, on est comme moi, j'ai une canne blanche. C'est sûr qu'évidemment, les gens le voient tout de suite là, que je suis aveugle, mais je pense pas que ça devrait être quelque chose qui devrait être mis de l'avant là, lors de l'embauche. Je pense qu'on est tous capables de faire quelque chose. Il faut vraiment vendre notre salade et pas dire « Ah, ben moi, ça me prend plus de temps parce que je suis aveugle. Moi, j'ai besoin d'équipement. » Pas
pas à l'entrevue en tout cas, ça peut se régler après ça, mais à l'entrevue, il faut vraiment, je pense, vendre notre salade. Peut-être plus que les gens, je vais dire ordinaires, là, mais plus que les gens qui ne sont pas en situation de handicap, parce qu'il faut vraiment qu'on montre qu'on est capable de travailler en société et d'être intégré aussi dans la société de personnes non handicapées, finalement. Ouais. Merci, Maryse. Puis, si je peux me permettre, comme toi, tu dis que tu as eu une super bonne inclusion aussi à ton équipe, mais je pense que c'est important de mentionner que tu travailles auprès d'une équipe qui travaille pour les étudiants en situation de handicap. Oui, ça, merci. Ça, je ne l'avais pas mentionné, puis c'est vrai. C'est sûr que c'est pas tout le monde là, puis on ne peut pas dire que c'est tout le monde qui a des super bonnes expériences. Là. Moi, ça fait 9 ans que je suis à l'université. Je me cherche autre chose en ce moment, donc je ne sais pas si jamais me trouve autre chose, si l'équipe va être aussi chanceuse de travailler au sein d'une bonne équipe. Mais c'est vrai qu'il faut le mentionner parce que je suis chanceuse. Mais j'aimerais ça travailler dans un milieu où les personnes, peut-être éventuellement des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, juste pour justement prouver que malgré mon handicap, je suis capable de faire quelque chose quand même. Absolument. Puis oui, c'est certain que malgré ton handicap, tu es capable de faire plein de choses. Oui, oui. Puis de pas être... Tu sais, comme moi, ce que je trouve, c'est que, bon, moi, je travaille dans un milieu de personnes handicapées, ça va bien, tout ça, mais j'ai été chanceuse d'avoir le poste, mais en même temps, je me sens un petit peu stigmatisée. Je me dis, ben, je travaille dans ce milieu-là, j'aimerais ça trouver quelque chose où il y a pas ou moins de personnes handicapées, mettons, au sein de l'équipe, ben j'aimerais ça comme, prouver comme de ne pas me sentir aussi stigmatisée, tu sais. Oui, merci beaucoup, Maryse. Prochaine question pour toi qui est un peu similaire à la question que j'ai posée à Robin. Donc, toi, je sais, Maryse, que tu as beaucoup d'expérience par rapport à l'accessibilité des sites web. Donc, j'aimerais te demander, est-ce que tu crois que l'accès aux services médicaux et essentiels, qui est majoritairement en ligne présentement, rend l'accès aux services plus ou moins accessible aux personnes en situation de handicap, surtout quand ça vient à l'accessibilité de la plateforme utilisée? Ben, je t'avoue que c'est sûr que c'est plus difficile pour nous, là, comme je te donne un exemple super concret. Je me suis fait remplacer une hanche récemment. Puis là, l'hôpital où je suis allée veulent faire de la physio par téléconférence. Et moi, j'ai refusé en disant, écoutez, c'est pas évident pour moi de faire ça. Je suis aveugle, donc placer la caméra, pour moi, ce serait tout un défi. Je pense que je filmerais plus mon plafond que de filmer l'endroit où il faut aller. Donc, je vais avoir recours à d'autres choses, mais tu sais, c'est juste, ça, c'est un peu dommage. Puis je comprends pourquoi, là. Je suis pas insensible à ça. Mais en même temps, je trouve que c'est pas... je trouve que ce qu'on vit en ce moment prive les gens de soins essentiels et peut-être de contact humain aussi. Tu sais, de contact vraiment... tu sais, nous, les personnes aveugles, je veux dire, il faut toucher les choses. Je veux dire, on n'a pas le choix. Fait que pour moi, de ne pas toucher quelqu'un ou de quelque chose en ces temps-ci, c'est un petit peu difficile pour moi, je trouve. Oui, absolument. Merci, Maryse. Oui, je peux juste m'imaginer les défis qui s'accumulent considérant la situation. Ouais. Pour tout le monde. Pour tout le monde. On n'est pas... faut inclure tout le monde là-dedans, je pense. Oui, oui, tu as raison. Soyons inclusifs. Oui. Finalement, j'aimerais te poser encore la même question existentielle que j'ai posée à Robin. Est-ce qu'il y a un dernier mot, est-ce qu'il y a un dernier commentaire que tu aimerais partager avec la communauté en lien avec ton expérience ou l'accessibilité? Bien, je pense qu'il faut que la communauté embauche plus de personnes handicapées. Je trouve que ça, c'est super important. Puis, comme je disais tantôt, de vraiment privilégier le talent de ces personnes-là, privilégier ce qu'ils sont capables de faire. Tu sais, ils ont les... Oh, pardon, désolé, c'est mon chat robot qui a miaulé. Donc, vraiment d'avoir
de privilégier les talents de ces personnes, vraiment de privilégier leur qualification plutôt que leur handicap. Je pense qu'une personne handicapée qui a une maîtrise, oui, c'est un accomplissement en soi, mais en même temps, on fait ça pour être plus qualifié, on fait ça pour élargir nos horizons. Alors, je pense qu'il faut comme que les personnes soient plus ouvertes à nous embaucher, je pense, en milieu de travail. Merci beaucoup, Maryse. Oui, donc vraiment, on voit que pour toi, l'emploi, l'embauche, l'intersection de l'emploi, l'embauche pour les personnes en situation de handicap, c'est important. Puis, c'est très important pour moi aussi. Oui. Donc, merci d'avoir partagé avec nous, Maryse. Ça me fait plaisir. Je vais passer à la prochaine personne qui est Véronique. Véro, Salut! Salut Véro, si tu peux prendre 1 ou 2 minutes pour t'introduire un petit peu aux personnes qui nous écoutent. OK. Ça va devenir bien intéressant parce que j'ai comme des morceaux de comme tout le monde ici. Fait que, comme Robin, je suis né à Kapuskasing. Puis, c'est ça. J'ai déménagé à Timmins quand j'étais très jeune. J'ai fait mon secondaire puis mon primaire à Timmins. Je suis autiste. J'ai le syndrome d'Ehlers-Danlos et j'ai dû quitter l'Université d'Ottawa en musique en raison de mes handicaps. Merci Véro. Fait que là, tu habites Ottawa depuis un petit bout, j'imagine? Oui, environ quasiment 4 ans. OK, super. Donc, je vais te poser ma première question. D'après toi, il y a un silence apparent sur le handicap dans le monde francophone. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous parler de c'est quoi ce silence-là et possiblement comment ça vous impacte? Bien sûr, je trouve que c'est ça, c'est pas une discussion qui se passe très souvent pour plusieurs raisons, genre j'essaie de penser au mot français. C'est correct, je peux genre t'aider. le stigma. Oui. C'est ça le mot français? Oui. OK. Ça va bien. Fait que genre, quand on parle de personnes handicapées, on dirait quasiment que tout le temps, il y a comme une connotation négative. Genre, on se fait voir comme on est genre Quasimodo dans Notre-Dame de Paris. Puis, c'est toujours quelque chose qu'on ne nous montre pas dans les médias généralement, mais vu que les médias françaises, les médias francophones font encore une plus petite partie de nos médias, évidemment, il y a encore moins de représentation en français sur l'handicap. Puis je trouve aussi qu'on n'a pas beaucoup de langage pour exprimer nos expériences. Fait que donc, genre, moi, si j'ai ce qu'on appelle en anglais un meltdown, en français, tout ce qu'on a, c'est genre une crise. Puis une crise, ça, c'est... ouais, c'est pas nécessairement le bon mot. Et justement, c'est un mot qui m'affecte des fois parce qu'on n'a pas assez de langage ou on n'a pas essayé encore de se trouver un langage pour exprimer nos expériences de façon précise. Merci Véro. J'apprécie vraiment ton point du langage puis du développement de la langue francophone. C'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé il y a un petit bout. Par exemple, oui, il y a beaucoup de termes anglophones liés au handicap qui n'existent pas en français. Donc des fois,
des fois, notre langage est beaucoup en arrière. Il y a définitivement du travail à faire de ce côté-là. Donc, j'apprécie vraiment que tu aies partagé ce point-là avec nous. Ma prochaine question pour toi, tu m'as partagé qu'il y a un manque d'accessibilité routier à Vanier. Est-ce que c'est quoi ton expérience face à ça? Est-ce que tu veux nous expliquer? OK, fait que moi, je suis une personne qui utilise ou qui a utilisé quasiment tout, tout appareil de mobilité. D'habitude, j'utilise une canne, des fois, c'est ma marchette. J'ai déjà appartenu puis c'est ça. En été, c'est pas aussi mal, mais il y a quand même beaucoup de craques puis de travaux routiers à faire vraiment. Puis ça peut genre être une genre barrière? Une barrière. Merci beaucoup. Une barrière à la transportation. Même en été, il y a des craques, beaucoup de terrain qui n'est pas au niveau. Puis vraiment juste beaucoup de travaux routiers qui devraient être faits. Ça, c'est juste en été. En hiver, c'est encore plus difficile, surtout que les... Excuse, je perds mes mots. Tu peux dire le mot en anglais, puis je vais t'aider. Le seul mot que j'ai en tête, c'est charrue. Les poussettes? Non, pour faire la... Les camions de déneigement. Ouais. Ouais. C'est ça, les charrues. OK, oui. Fait que là, c'est ça, les camions de déneigement viennent pas aussi souvent, je trouve, à Vanier, surtout. On dirait que vu qu'il n'y a pas autant de trafic, ils se disent, ben, ça peut attendre. Puis des fois, ça attend à genre 9 heures le soir quand on essaie de dormir parce que surtout quand on a de la douleur et des fatigues chroniques, c'est ça, on va se coucher un peu tôt pour d'autres personnes. Fait que, ouais. Fait que quand la neige n'est pas déblayée, c'est difficile, même pour une personne sans handicap, de se déplacer. Fait que c'est encore plus difficile pour quelqu'un comme moi et plusieurs autres à Vanier devraient se... C'est vraiment difficile. Merci beaucoup, Véro. Donc, pour faire un petit résumé, si j'ai bien compris, pour toi, l'accès à Vanier, pour toi, l'accessibilité des transports en commun à Ottawa, ça semble être une barrière. Puis, c'est une barrière pour plein de personnes. Puis aussi, la qualité de nos routes, l'accessibilité, le maintien de nos routes, c'est aussi une problématique pour toi. Ça, c'est Maryse ici. Je voulais juste rajouter, moi, j'habite à Vanier et je suis totalement d'accord avec Véronique que vraiment les routes sont horribles à Vanier. Puis je pense qu'on est comme perçu comme les derniers sur la liste pour le déneigement et tout ça. Là, c'est vraiment terrible. Merci, Marie, j'apprécie. Ouais, j'ai vu plusieurs sourires, plusieurs figures faire signe. Donc, je pense que presque la majorité, tout le monde ici est d'accord avec ton point, Véro. Je te remercie beaucoup. Puis, question finale, qu'est-ce que tu aimerais partager aux gens qui nous écoutent par rapport à ton expérience? Soyez fiers d'être vous. Puis, je trouve que ce qui me garde bien, c'est mon sens de l'humour.
par rapport à qui je suis et mes expériences. Puis j'aimerais bien remercier l'ACFO, vous, Elsa, puis Jean-François, Robin, Maryse et Camélia pour avoir pris de votre temps pour nous rejoindre et de rendre cette conférence enrichissante. Merci, Véro. J'apprécie vraiment ton commentaire. On peut se parler après, si tu veux. Donc, je vais passer à la prochaine personne. Puis, notre dernière personne, finalement, Camélia. Camélia, je suis contente de faire ta rencontre. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu pour nous? OK. Donc, je m'appelle Camélia. Bonjour à tous. Et je voulais juste, premièrement, remercier tout le monde d'être ici. Je sais que c'est pas facile de, toujours participer en ligne. Et puis, on est ici, on doit parler des choses qui nous affectent, surtout dans ce temps qui est vraiment sombre. Donc, je veux remercier vraiment la force de toutes les personnes ici de parler de leurs expériences et à l'ACFO pour avoir tenu cet événement. Donc, je vis à Vanier aussi et je fréquente l'Université d'Ottawa en lettres françaises et éthique appliquée. Je travaille présentement à l'épicerie et mes expériences sont plurielles. J'ai vraiment aimé le titre « Identité intersectionnelle » parce que ça représente vraiment les choses que nous vivons. C'est comme quand on parle de maladie chronique, personne ne comprend que c'est chronique, ça veut dire que ça n'arrête pas et ça continue. Donc, oui, c'est ça. Excusez, j'avais oublié d'allumer mon micro. Merci, Camélia. Donc, moi, plutôt, on n'a pas eu la chance de se parler autant. Donc, je vais pas mal te laisser place à discussion. Donc, est-ce que tu pourrais discuter de certains enjeux liés aux handicaps ou à l'accessibilité qui sont importants pour toi? OK, so, durant ma carrière ou durant ma vie, j'aime vraiment l'éducation, mais j'aime pas l'école parce que l'école, on trouve que ça ruine l'éducation. Et je parle de l'école et l'éducation parce que parfois, ils peuvent avoir des attentes pour faire bien dans un système qui est très traditionnel et juste et d'une manière. Mais ça ne représente pas la neurodivergence que des personnes peuvent avoir. C'est pas tout le monde qui ont les mêmes backgrounds de socialisation. Pas tout le monde, comme la réalité des choses, c'est que pas tout le monde a été élevé de la même façon et ça montre dans comment on socialise et comment on agit en tant que personne. Et ça, dans le milieu d'éducation, c'est vraiment important pour moi parce que j'ai le trouble de la personnalité limite et ça affecte vraiment mes études. J'essaie vraiment comme de faire ce que je peux avec ce que j'ai. Mais même cette année, c'est finalement l'année où je me suis dit que je peux plus laisser mes notes comme faire ma vie comme un enfer parce qu'il y a plus que moi que juste mes notes. Et ça, et je parle de l'école parce que quand je suis venue à Ottawa en tant que jeune adulte, c'est quand j'ai découvert que j'avais un trouble de personnalité. Et ça, c'est quelque chose qui arrive ça peut arriver dès que tu commences ta vie adulte. Donc, c'est 1 à 5% de la population qui vit avec des troubles de personnalité. Et donc, il y a des troubles d'humeur, c'est des troubles avec les émotions, mais les troubles de personnalité, c'est des comportements qui sont différents, comme les personnes ont des comportements différents. Et les risques que j'ai pris cette année, j'ai vraiment essayé à l'Université d'Ottawa de militer pour les élèves qui ont des handicaps invisibles et militer pour les élèves qui passent à travers des crises de santé mentale parce que
cette année à l'université. On a vraiment vécu une terrible année. Et la seule façon qu'on va parvenir à réussir à résoudre ces problèmes, c'est avec l'information. Et ça, c'est pourquoi ce panel est tellement important, parce que c'est important que nous racontons nos histoires pour que les personnes savent qu'il y a des personnes qui vivent avec ces choses. Et oui, c'est ça. C'est ça mon parcours un peu. Merci, Camélia. Donc, d'après toi, qu'est-ce qui pourrait être mis en place à Ottawa pour améliorer la situation, peut-être améliorer l'accès aux services de santé mentale ou aux services intersectionnels en handicap et santé mentale, parce qu'on sait que la majorité des personnes qui vivent avec un handicap ont une forme de trouble de santé mentale, souvent liée avec les expériences auxquelles ils ont fait face à travers leur vie. Donc, d'après toi, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait être mis en place? Est-ce qu'il y a des solutions? Merci, Elsa. Ça, c'était un point que je voulais discuter. Vous avez mentionné que c'est vrai que la plupart des personnes qui ont des handicaps passent à travers des troubles de santé mentale. Et je veux parler de comment, quand le monde me voit, il peut-être ne voit pas peut-être que j'ai un handicap, mais peut-être s'ils voient quelqu'un d'autre, ils peuvent savoir qu'ils ont un handicap. Mais de toute façon, tu sais jamais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de la tête ou à l'intérieur du corps de quelqu'un. Mettons quelqu'un comme, j'ai une amie qui a le diabète et comme ça paraît pas qu'elle a le diabète. Tu sais jamais qu'est-ce qui pourrait affecter l'intérieur d'une personne. Pour ce qui est des services en santé mentale à Ottawa, j'ai vécu de vraiment mauvaises expériences dans le sens parce que avec les troubles de personnalité, il y a une plus grande récurrence de visites d'hôpitaux. Et également, il y a un plus haut risque que tu deviens itinérant ou que tu vives d'autres problèmes de violence ou des problèmes juridiques à cause de ça. Ça, c'est des réalités qui doivent être reconnues parce que, surtout quand les personnes avec les policiers interagissent avec les personnes qui ont des handicaps, parce qu'ils ne savent peut-être pas comment une personne peut réagir ou parler ou qu'est-ce qui se passe. Ils ne savent pas le contexte de la personne. Donc, c'est juste vraiment ça, c'est pourquoi je prône vraiment l'éducation, vraiment, et comme awareness pour les handicaps invisibles. Merci, Camélia, de m'avoir partagé ton expérience. Je pense que oui, c'est tous des excellents points que tu as apportés, évidemment. Une autre chose que moi-même, j'ai vécu, que j'ai passé à travers, c'est à cause de notre identité francophone, à cause de notre handicap et à cause de notre handicap ou certains troubles de santé mentale, ça agrandit le niveau de difficulté pour obtenir des services de santé mentale qui sont déjà presque inexistants. Donc, par exemple, moi, j'habite à Orléans, puis les cliniques de psychologie à Orléans sont pas très accessibles, puis ceux qui le sont anglophones. Fait que les difficultés ne font que s'accumuler. Donc, oui, c'est des super bons points que tu as apportés. Est-ce qu'il y a autre chose que tu aimerais partager avec nous, Camélia, par exemple, face à ton expérience à l'emploi, à l'éducation, etc.? Je veux juste dire que la chose la plus importante dans tous les aspects, que ce soit à l'emploi, que ce soit aux universités, que ce soit dans les conseils scolaires, dans les législations, dans tous les secteurs de notre société, on doit assurer que les identités intersectionnelles ne sont pas ignorées et que tout le monde prend connaissance de qui nous sommes et même de qui d'autres populations. Il y a plein de gens qui vivent plein de différentes choses et comme
tout le monde dit comme, on va dire parfois, oh, les gens normaux, mais comme le normal, comme il n'y a pas de normal, comme tout le monde, il y a toujours quelque chose avec tout le monde, comme tout le monde a leur bagage, tout le monde a quelque chose. Et comme, le plus important, vraiment, c'est juste d'avoir la compassion pour les autres. Merci, Camélia, c'est super. Excellent. Donc, on a passé à travers nos 5 panélistes. Par contre, il y a 2 personnes que j'ai oublié de leur demander qui s'introduisent un petit peu. Bon, je m'excuse, c'est mon erreur. Donc, si je pourrais demander à Robin de s'il vous plaît, juste en quelques minutes, là, nous dire qui tu es, d'où tu viens. C'est Robin qui parle. Moi, je viens de Kapuskasing, tout comme Véro. J'ai passé mes années d'école primaire et secondaire à Kapuskasing dans des écoles francophones. Puis après, je suis déménagé à Ottawa pour étudier à la Cité collégiale. Puis depuis ce temps-là, j'ai travaillé dans divers postes dans le gouvernement fédéral. Super. Merci beaucoup, Robin. La prochaine personne que j'ai oubliée, c'est Jean-François. Donc, Jean-François, si tu veux nous parler un petit peu. Oui, certainement. Alors, pour mon parcours, je suis né à Montréal, en banlieue de Montréal, où j'ai grandi. Mon premier emploi au gouvernement fédéral était à partir de Montréal. Ensuite, j'ai quitté Montréal pour aller à Vancouver pendant quelques années, et puis de retour. Et puis pour une première fois à Ottawa en 2008. Donc, ça fait un peu plus que 10 ans. Ouais, ça va faire 12 ans, j'imagine, ce printemps que je suis à Ottawa ici. J'ai presque toujours travaillé dans le domaine de l'environnement. Alors, je suis actuellement au ministère de l'Environnement et Changement climatique Canada. Et puis, je suis actuellement justement dans un poste avec beaucoup de responsabilités internationales. Alors, là, pas de voyage ces temps-ci, évidemment, mais où il y a quand même beaucoup de communication, soit lors de rencontres internationales ou autres. Alors, d'où un peu mon intérêt continu pour le lien entre le travail, le développement professionnel et puis le bégaiement. Merci, Jean-François. Ça aide un petit peu à savoir qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, etc. Excellent. Donc, je pense qu'on va passer à la période de questions. Donc, on est toutes présents pour répondre à vos questions. Puis, si je comprends bien, je vais recevoir les questions de façon écrite. Je vais pouvoir les lire, puis on va pouvoir répondre. Vous pouvez soit nous poser des questions ou vous pouvez nous demander, par exemple, certaines opinions par rapport à certains sujets ou nous demander de parler de certains sujets qu'on n'a pas passé à travers. Donc, oui, Elsa, c'est Valérie. oui. Si tu cliques sur le Q et R en bas, là, tu devrais voir Q et R. Il y a quelques questions qui sont rentrées durant la conférence, si tu veux. Ou je peux les lire si tu n'es pas capable de le trouver, là. Ah, je les vois. Tu les vois? Bon. OK, ben super. Ils sont là, fait que tu peux passer à travers ces questions-là. OK. Merci à tous ceux qui nous ont envoyé des questions. Honnêtement, j'avais pas la fenêtre ouverte. J'avais aucune idée comment ça fonctionnait. Mais là, on l'a. La première question nous vient de Philippe Turcotte. Philippe nous demande: que pensez-vous de l'état du vocabulaire français quant au handicap? En anglais, l'évolution du vocabulaire semble être clé à l'évolution culturelle de la communauté. Pensons à person with a disability et disabled person au lieu de handicapped. Donc, en anglais, le mot handicap, c'est un mot qui n'est plus socialement approprié. Par contre, c'est un mot en français qu'on utilise de façon très, très, très régulière.
Donc, est-ce que vous croyez qu'il y a un manque de progrès à cet égard? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre à la question ou est-ce que vous voulez que j'y aille? Non? Il n'y a pas personne Ah, qui... j'étais pour parler, mais je pensais que quelqu'un était pour parler. C'est Robin, excusez. C'est vrai que c'est drôle comment on pense pas au langage qu'on utilise pour décrire soit notre situation ou la situation d'autrui. Parce que c'est vrai qu'en anglais, dire handicap, c'est considéré comme passé date, vieux jeu. Mais fait que je pense que la réponse pardon, la question se répond un peu elle-même à cause qu'on utilise encore le terme handicap. Le langage n'a pas évolué encore. Mais le problème, c'est que je ne sais pas c'est quoi qu'on pourrait dire au lieu de personne. Ben, on a personne avec handicap au lieu de comme une personne handicapée. Comme on a fait ce progrès-là, je crois. Mais à part de ça, je sais pas qu'est-ce qu'on pourrait dire au lieu. Est-ce qu'il y a d'autres panélistes qui auraient comme des suggestions pour d'autres expressions qu'on pourrait utiliser au lieu? Moi, c'est Maryse. Je suis tout à fait d'accord avec Robin. Je pense que, puis Philippe, je pense que tu as amené vraiment un bon point. Je pense que le vocabulaire, puis moi, j'ai vraiment pas pensé à ça jusqu'à maintenant, là, mais je pense que tu as raison, le vocabulaire n'a vraiment pas évolué en français. On parle de situation d'handicap, mais moi, c'est le mot handicap qui m'énerve. Puis aussi, genre, par exemple, une personne qui a des incapacités. Non, non, on n'a pas des incapacités, on est capable de faire des choses, là. Il y a vraiment, je pense que le vocabulaire n'a pas évolué en français. Puis même dans comme moi, c'est une déficience visuelle. Il y a beaucoup de gens qui disent, tu as une déficience visuelle. Non, je ne suis pas déficiente, il manque rien. Je suis aveugle, c'est aveugle ou malvoyant. Mais pour moi, déficience, ça veut dire qu'il manque quelque chose, mais il manque rien. Je fais avec ce que j'ai, mais je ne suis pas en manque, moi, là. Yeah. De rien. Donc, mais il faudrait vraiment, ça serait quelque chose à repenser, effectivement. Merci, Oui, Maryse. d'accord. Camélia, est-ce que tu avais un commentaire? Oui, je voulais ajouter que pour ce qui est du langage, évidemment, le langage évolue avec la société. Clairement, si on vit les choses que nous vivons, c'est parce que la société n'a pas évolué au point où on est accepté pour qui on est. Et donc, on a comme, avec le langage, en anglais, on dit person first language ou like disability first language. Par exemple, comme j'ai des amis qui ont de l'autisme, il y a des personnes qui aiment dire non, I'm autistic. Et puis, il y a des personnes qui disent non, moi, je suis une personne avec l'autisme. Je crois que c'est vraiment comme à chaque personne de définir pour eux-mêmes. Comme, tu sais, quand tu t'introduis, tu dis, oh, comme, voici mes pronoms ou quelque chose comme, tu peux aussi, comme c'est quelque chose qu'ils respectent, comme, c'est une manière que quelqu'un parle de toi, comme quand comme, tu sais, comme, parfois, comme, il y a quelqu'un qui peut dire de moi que je suis folle. Non, je suis pas folle. You know, comme, il y a des choses que je peux et peux pas faire. You know, so, c'est vraiment une situation individuelle. Merci beaucoup, Camélia. Je vais passer à la prochaine question. Excuse, c'est Robin, rapidement. Oui. Il y a Lily dans le chat qui a suggéré personne ayant le besoin d'adaptation en milieu de travail. Comme une suggestion au lieu d'handicap. Besoin d'adaptation. Je sais pas. C'était. OK, merci beaucoup, Robin. C'est une erreur de ma part. C'est clair que je ne sais pas comment utiliser ce programme-là. Je m'en excuse sincèrement. Oui, donc Lily Wiman, et pardonne-moi si je n'ai pas bien prononcé ton nom, suggère personne ayant le besoin d'adaptation en milieu de travail. Donc, d'après moi, c'est un excellent concept si on réfère à un milieu de travail
évidemment. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est super dans ce contexte et aussi dans le contexte légal, parce que ça définit un peu plus clairement qu'il y a un besoin là, que c'est pas juste une personne qui a une condition, c'est une personne qui a un besoin d'adaptation. Merci, Véro. En même temps que tu as dit ce commentaire-là, Lily m'a écrit pour dire que c'est le terme que le syndicat utilise. Donc oui, je suis d'accord avec toi que je crois que ça a vraiment, c'est vraiment un bon terme de référence pour supporter légalement le besoin d'accommodation d'une personne. Donc, merci pour vos commentaires. On a une autre question de Diane Ménard qui dit Jean-François, quelles sont les accommodations ou les adaptations habituelles? Merci. Malheureusement, je ne sais pas à quoi tu réfères, Diane. Si tu veux, soit me renvoyer la question avec plus d'informations, on va y revenir plus tard. Il y a une autre question de Diane. Bonjour Maryse. En parlant d'embauche et de recrutement, tu suggères que les personnes en situation de handicap devraient être embauchées pour leur qualification, que les milieux devraient être plus diversifiés et même temps que les personnes en situation doivent mieux vendre leur salade. Lorsqu'on annonce un poste, on ne reçoit pas ou peu de CV de candidats en situation de handicap. As-tu des suggestions sur comment recruter? Oh boy, Diane, ça c'est une vraiment bonne question. Puis je suis très contente que tu l'aies posée. Je sais pas où tu travailles, mais j'espère travailler pour toi un jour. En tout cas, écoute, tu as tout à fait raison. Je pense que les personnes handicapées, je sais pas si on est, je dis si les personnes handicapées sont, je vais dire gênées, c'était pas le bon mot là, mais ont peur de postuler en se disant, oh ben, moi non, non, je n'ai pas les qualifications. Je pense qu'il faut quand même, puis je pense que tout le monde ici, je pense qu'on a très confiance en soi, tout le monde, puis je pense qu'on est très fort, puis on est capable de faire des choses, d'après ce que j'ai pu voir, mais il y a peut-être des gens qui sont peut-être moins confiants en eux-mêmes. Je pense que c'est quelque chose qui devrait s'enseigner, disons, dès le primaire, dès l'enfance, en fait, d'avoir vraiment confiance, puis de dire, écoute, malgré les difficultés, tu es capable. Puis encore là, il ne faut pas non plus, je pense que, comme Camélia disait, il y a beaucoup de gens qui sont élevés de différentes façons, puis ça, il faut le respecter. Mais en même temps, je pense que les écoles et les milieux où les enfants évoluent, comme même à l'extérieur de la maison, doivent être plus donner plus confiance aux enfants, puis comme que les enfants pourraient devenir plus autonomes et plus confiants en soi. Peut-être, puis mais ça c'est une chose, mais aussi pour peut-être pour recruter des gens, peut-être encourager les personnes handicapées, dire écoutez, ce poste-ci vise vraiment les personnes handicapées. Est-ce que vraiment de le dire dans le description de tâche. Pas juste dire le gouvernement est vraiment est engagé à embaucher des personnes handicapées. Ça ne marche pas vraiment. Je pense qu'il faudrait vraiment l'encourager plus. Puis dire, écoutez, ce poste-ci vise vraiment des personnes handicapées. Bon, ça exclurait peut-être du monde des gens qui ne le sont pas. Mais en même temps, je pense qu'il faut comme trouver une façon. Puis à brûle pour point comme ça, j'ai pas vraiment de suggestions à te donner, mais vraiment essayer de s'asseoir ensemble et trouver des façons de recruter des gens, des façons innovatrices, je pense, de recruter des gens handicapés. Puis vraiment de viser ces gens-là plus, peut-être. Merci, Marie, pour ton commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres panélistes qui aimeraient partager? Oui, salut, c'est Héro. J'aimerais ajouter genre 2 points. Premièrement, c'est pas
tout le monde qui est en situation de handicap qui est capable de travailler. Genre moi qui ai des douleurs, des fatigues chroniques, un environnement de travail traditionnel, au moins, ne ferait pas très bien à mes besoins. Face à genre le recrutement, beaucoup de places où les gens en situation de handicap utilisent des services, je sais qu'en anglais, on a genre March of Dimes, la marche des 10 sous. Puis ça, c'est leur mission en premier, c'est d'avoir plus de gens en situation de handicap dans des emplois qu'ils peuvent garder. C'est ça que j'ai à dire. Merci, Véro. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou je passe à la prochaine question? Moi, je veux dire que je suis tout à fait d'accord avec Véro. Je pense que Véro, tu as raison. Puis merci d'avoir ajouté ce point-là. Je pense qu'il faut vraiment regarder aussi comme ce que la personne est capable de faire, l'environnement de travail. C'est pas tout le monde là, qui peut travailler dans un environnement de travail conventionnel. Puis ça, c'est quelque chose qui n'est pas, je pense, encouragé. Au sein du gouvernement, au sein de nos institutions, je pense que c'est vraiment pas encouragé des gens. Comme tu travailles dans un environnement très conventionnel, mais en même temps, si on adaptait de l'environnement pour toi, je pense que, ou pour une personne quelconque, là, je pense que la personne pourrait tout aussi bien s'épanouir puis faire un travail comme tu dis, qu'elle pourra garder. Ça, c'est super important. Merci, Véro. Fait que, Diane, je pense que tu retires tout ce que je t'ai dit. Je pense que Véro a plus raison que moi. Merci beaucoup, Véro puis Maryse. On a un commentaire de Angèle Jean qui dit « Je pense que les employeurs devraient être proactifs et s'afficher comme milieu inclusif pour tenter d'établir un lien de confiance. » Donc, c'est définitivement une autre idée pour aller chercher une clientèle de personnes en situation de handicap. Totalement d'accord. Je pense que les employeurs ne sont pas inclusifs. Puis ils ne pensent vraiment pas aux personnes handicapées ou aux personnes en situation de handicap, désolé. Je pense que c'est Marie, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Angèle dit, effectivement. Merci beaucoup. Donc, j'approche. Oh! J'aimerais juste dire merci, maman, d'avoir dit ça. Ah, c'était ta mère. Merci. OK, je vais passer à la prochaine question. Donc, au tout début, j'avais une question dédiée à Jean-François. J'ai reçu un petit peu plus d'informations. Encore une question de Diane qui aimerait savoir, pour les personnes qui bégayent, quelles sont certaines accommodations qui vous sont utiles? Très bonne question. Merci pour la question aussi. Je dirais sûrement que c'est personnel aux différentes personnes qui bégayent et les situations qu'ils peuvent vivre. Peut-être juste un partage personnel pour moi. Ça m'a pris plusieurs années avant de me permettre moi-même d'avoir le droit de demander quoi que ce soit. Mais bon, le genre de choses que je pense que des personnes qui bégaient pourraient bénéficier. Bon, c'est sûr que tout ce qui est présentation orale, tout ça, la personne pourrait vouloir avoir plus de temps pour se préparer, pourrait vouloir avoir du temps pour pouvoir expliquer un peu devant les gens devant qui elle va présenter de quoi il s'agit lors d'une entrevue, comme exemple. Pouvoir expliquer et donner la chance aux gens sur le panel d'entrevue de pouvoir poser des questions pour mieux comprendre. Parce que, comme j'ai dit, il y a tellement de monde qui ne savent juste pas c'est quoi. Je pense qu'au niveau de nos formations professionnelles, quelqu'un qui bégaye, qui voudrait suivre de la thérapie en orthophonie, c'est quelque chose qui devrait être appuyé. Autant au niveau des coûts que du temps. Puis bon, c'est un peu les choses que je pense, mais j'ai l'impression que
mon impression pour les personnes qui bégaient, puis c'est peut-être la même chose pour toutes les personnes qui sont en situation de handicap, il y a peut-être parfois ou souvent un tabou. Puis je pense que autant la responsabilité de la personne en situation de handicap et puis les gens avec qui elle travaille, il doit y avoir un milieu de travail qui favorise d'avoir ce genre de discussion-là. Donc, il faut être capable d'aller là. Il faut ouvrir cette discussion-là. Puis parfois, peut-être pour une personne en situation de handicap, juste de savoir que leur lieu de travail, que leur patron, que leurs collègues seraient disponibles à aider, c'est peut-être déjà une grande partie d'aide. Alors, voilà. Excusez. Bon. Merci beaucoup, Jean-François, pour ton commentaire. J'ai un commentaire de Philippe Turcotte par rapport à notre précédent, par rapport à l'emploi. Puis c'est un commentaire que je trouve très intéressant. Philippe dit « Il est vraiment essentiel d'inclure dans le posting, donc dans l'annonce de l'emploi, que l'employeur est ouvert aux candidats en situation de handicap et que l'employeur offrera des accommodations. En même temps, le fardeau est à l'employeur d'examiner ces processus pour enlever les barrières à l'accessibilité. » D'après moi, c'est un excellent commentaire. Merci, Philippe. C'est Maryse ici. Tout à fait d'accord avec Philippe. Je pense qu'il faut que les employeurs soient plus ouverts à ça, effectivement. Absolument. Je vais passer à la prochaine question. Oh, est-ce qu'il y avait un commentaire? Non. OK. Prochaine question. Oui. Camélia? OK, ça marche. C'est parce que ça glitch chez moi. Mais je voulais juste comme commenter sur le fait où, parce que je viens de commencer un emploi, et comme j'ai pas parlé à mon employeur à propos de ça. Mais ça dit le fardeau est à l'employeur d'examiner ce processus pour enlever les barrières. Je veux pas que comme je dis avec les personnes que je rencontre, comme c'est un honneur pour moi de t'avoir rencontré et comme j'ai déjà dit à la police que c'était un honneur pour eux qu'ils ont la chance de travailler avec moi. You know what I'm saying? C'est comme, on est des personnes comme on est des personnes qui ont des valeurs et comme je sais pas si vous avez vu comme le graphique, la différence entre l'intégration mais l'inclusion. L'inclusion, c'est que on est tous au même niveau. And then, intégration, c'est juste, on essaie de faire comme la minorité au niveau de la majorité. Donc, comme c'est pour juste revenir sur le langage, comme j'utilise plus de langage positif. C'est Maryse ici. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Camélia. Moi, j'ai vraiment, quand je fais ma maîtrise, j'ai vraiment centré mes intérêts sur l'inclusion versus l'intégration. Puis, moi, j'étais ah ouais, moi, j'étais intégrée dans des cours, dans des classes régulières. J'étais intégrée, j'ai pas été incluse parce que je faisais, comme tu sais, dans beaucoup de cas, je faisais des activités que les voyants faisaient. Mais, tu sais, il aurait fallu m'inclure avec d'autres activités, avec d'autres façons de faire. Je veux dire, je m'en suis pas sortie plus mal, là, mais en même temps, l'intégration, c'est plus... je pense qu'il faut vraiment parler d'inclusion, puis tu sais, au niveau de la pédagogie aussi, de Universal Design for Learning, de design universel d'apprentissage, tu sais, pour que les gens aussi apprennent, tout le monde apprenne, tu sais, de façon, mais pas de la même façon, évidemment, mais que l'apprentissage, tu sais, que le design d'apprentissage soit universel pour que tout le monde puisse tirer son compte de ça, tu sais. Alors, ça, c'est super important. Merci beaucoup, Maryse. Merci. Donc, il y a un petit commentaire de Diane qui dit que oui, la loi oblige de toute façon à afficher que les accommodations seront offertes. Je suis d'accord, oui, la loi l'oblige. Par contre, il y a une grosse différence entre la loi l'oblige puis l'application de la loi. Puis malheureusement, il
il y a très, très, très peu, presque pas du tout de renforcement de la loi. Donc, que ce soit écrit ou non, ça peut apporter des changements, mais pas complètement. Je vais passer à la prochaine question que je trouve super importante aussi. La question nous provient de Laurence Parent. Laurence nous dit « Merci beaucoup aux panélistes et Elsa. » Bon, merci pour le commentaire, Laurence. Laurence est stagiaire postdoctorale à l'Université d'Ottawa et elle se spécialise en études critiques du handicap en français. Elle est elle-même une personne handicapée. Elle aimerait savoir si vous êtes familier ou familière avec le concept du capacitisme. Et si oui, est-ce un concept que vous utilisez et pourquoi? Donc, je vais laisser les panélistes répondre, puis je vais revenir avec ma réponse à la toute fin. C'est Robin qui parle. J'ai appris c'était quoi le terme en français 2 semaines passées pendant qu'on se parlait entre courriels entre nous autres pour savoir de quoi on était pour discuter. Pour le panel, je pense qu'il avait appelé ça comme habilitisme ou quelque chose comme ça. Puis tout le monde était comme, je pense que c'est du capacitisme. Puis je suis comme, oui. Mais non, absolument, j'étais pour dire que je capote, mais je capote pas sur le capacitisme, je capote de parler du capacitisme. Petite nuance à faire. Moi, je trouve que c'est un phénomène qui existe absolument. Un peu comme les autres ismes, les gens ne le réalisent pas qu'ils le font, c'est juste comme un peu programmé dans pas dans leur mémoire, dans leur façon d'agir, leur façon de penser réflexivement. Mais non, absolument, je trouve que c'est un phénomène qui est vraiment existant. Le fait qu'on a un terme, même si moi j'ai juste appris 2 semaines passées, on peut en parler aux gens puis comme ouvrir leurs yeux puis leur faire réaliser qu'ils ont peut-être des méthodes de pensée qui ne sont pas inclusives. Donc, Robin, pour faire suite à ton commentaire, je suis certaine qu'il y a des gens qui nous écoutent présentement qui n'ont aucune idée, qui n'ont jamais entendu le terme capacitisme. Bon, en anglais, ça s'appelle ableism. Donc, le capacitisme, c'est une forme de discrimination, de préjugés et de traitement défavorable contre les personnes qui sont en situation de handicap. Donc, c'est un peu comme le sexisme ou le racisme. C'est une forme de discrimination contre les personnes handicapées. C'est un terme qui est beaucoup plus connu dans la communauté anglophone que dans la communauté francophone. Moi, c'est un terme que je connais très bien parce que j'ai aussi fait des études critiques du handicap. Mais en dehors de la communauté des personnes qui ont vraiment, vraiment étudié la question du handicap, est-ce que c'est un terme que vous utiliseriez dans votre quotidien? Par exemple, aujourd'hui, j'ai vécu du capacitisme parce que cette personne a fait X, Y, Z. Ou est-ce que c'est quelque chose que vous adopteriez comme vocabulaire? C'est Véro. Absolument. Vu que je m'en sers dans son anglais, naturellement, il faudrait que je m'en sers en français aussi. Et donc, j'encouragerais n'importe qui vit en situation de handicap d'en utiliser parce que avoir un mot pour cette expérience-là, c'est super important et ça fait genre penser les autres parce que c'est encore en question de discrimination. Puis c'est un peu plus c'est pas nécessairement à fin de dire accusatoire, là, mais ça démontre vraiment le point que c'est spécifique en situation de handicap, pas que c'est juste comme qui n'aime pas la personne. Merci beaucoup, Véro, pour ton commentaire. Il va falloir que je passe assez vite fait à travers les prochains commentaires puis les prochaines questions parce qu'il reste
à peu près juste 5 minutes. Donc, Charlie nous demande, est-ce que c'est difficile d'avoir accès aux livres en braille? Maryse, est-ce que tu peux répondre avec une réponse assez courte, s'il te plaît? Marie, si tu veux ouvrir ton micro. M'entendez-vous? Oui. OK, cool. Je n'étais pas sur le bon piton. Non, effectivement, les livres en braille ne sont pas accessibles, malheureusement. C'est pas évident d'en trouver. Faut vraiment savoir où aller chercher. C'est pas évident. Je vais juste répondre assez vite. Là. Moi, je suis une grande utilisatrice du braille. C'est en fait mon premier mode de communication. Mais c'est ça, donc c'est pas évident d'en trouver. Faut aller. Il y a des ressources qui existent, mais il faut savoir où ils sont. Puis les livres en braille ne sont malheureusement, tu sais, comme moi, ce qu'on souhaiterait tous, c'est que le livre en braille papier apparaisse en même temps que le livre imprimé. Ça ne se fait pas comme ça, malheureusement. Ça prend quelques années avant que les livres en braille apparaissent plutôt que soit transcrit. Fait que moi, ce que je fais souvent, c'est que comme j'étais impatiente de lire un livre, ben, je vais le scanner au lieu. Mais j'aimerais beaucoup mieux le lire en braille que de le scanner. Mais en tout cas, ça, c'est une autre chose, une autre question. Ouais. Merci, Maryse. Je savais que tu étais notre experte dans ce domaine-là. Je vais prendre une dernière question. Pour vous, est-ce que c'est important de célébrer le handicap comme aspect essentiel de la diversité humaine? Oui! Dans les communautés anglophones, on parle de disability pride. Vas-y, Maryse. Oh non, mais oui, excuse, c'est moi, j'aurais dû dire mon nom. J'étais toute excitée. Oui, je pense que c'est important de célébrer le handicap. Faut être fier de, comme je pense que c'est Véro qui disait ça, faut être fier de ce qu'on est, là. Tu sais, faut vraiment être fier, là. Un peu comme d'autres personnes qui ont des prides aussi, je pense que non, il faut vraiment être fier. Effectivement. Merci, Maryse. Salut, c'est Véro. J'aimerais même à dire que notre fierté ferait notre force, vraiment. Ça nous donnerait encore plus de force et plus de confiance quand on a des obstacles. J'allais dire quelque chose, mais j'ai oublié, donc je vais juste enlever mon micro. C'est correct, Camélia. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Non? OK. Donc, j'ai 2 minutes, OK? Je vais répondre une dernière question. En revenant sur la question d'employabilité, de quelle façon croyez-vous que les employeurs pourraient modifier leur processus d'entrevue pour tenir compte de divers handicaps? Je trouve que plusieurs entrevues sont axées sur la communication verbale et le contact visuel, ce qui peut être un défi d'ordre important pour certaines personnes. Oui, je suis d'accord avec vous, Angèle. Ça peut définitivement être un défi. C'est une trop grosse question pour répondre en 1 minute. Donc, je peux vous écrire une réponse plus tard. Mais merci de votre question. Donc, je vous remercie. Je remercie tous les panélistes qui ont participé à ce panel de discussion-là. C'est une des premières opportunités qu'on a de parler dans notre langue, de parler des enjeux francophones liés au handicap. Moi, je suis super, super contente d'avoir eu cette opportunité-là. Merci à l'ACFO. Puis, je vais laisser la chance à Valérie, excusez-moi, à Valérie de conclure cette discussion. Merci, Elsa. Fait que ça, oui, j'aimerais moi aussi vraiment vous remercier, tous les panélistes. On était vraiment déçus, en fait, quand il a fallu qu'on cancelle l'événement qu'on avait planifié de faire dans le marché Bail. Au début, c'était au Harding Crown.
dans le marché basse ou comme un brunch. On les avait tous fait comme ça. Puis, on était vraiment déçus qu'on devait l'annuler. Donc, je suis vraiment contente que vous étiez vraiment partant à le faire en ligne. Je pense que c'était vraiment important aussi d'avoir cette discussion ici, justement, parce que, comme vous l'avez mentionné tout au long de la conférence, c'est pas tabou, mais il y a bien des choses qu'on ne sait pas, bien des choses qu'on ne comprend pas. Puis, je pense que c'était important d'en discuter. Puis, j'espère que la discussion va continuer, qu'on aura la chance de faire d'autres événements un peu comme celui-ci. Fait que j'aimerais encore une fois vraiment vous remercier. Puis j'aimerais aussi remercier évidemment nos partenaires, dont le gouvernement du Canada qui nous ont financés pour qu'on puisse faire ces projets ici, justement. Puis, on a aussi Dawn Canada, qui était un de nos partenaires pour spécifiquement ce panel ici qui ont aidé à faire un peu de pub de ce côté-là, puis qu'on les remercie eux également.